Bonsoir à tous. L'Institut français du Laos est heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle de conférences que nous essayons de vous proposer à peu près une fois par mois. Et nous organisons au moins la moitié de ces conférences avec l'École française d'Extrême-Orient, pour laquelle j'ai le plaisir de vous présenter ce soir Christine Alix-Brox, archéologue, qui est la nouvelle permanente du bureau de l'École française d'Extrême-Orient, ici à Vientiane. Vous connaissez tous Yves Goudineau, le responsable de l'École française d'Extrême-Orient, du bureau de Vientiane, mais qui est maintenant la plupart du temps à Chiang Mai, puisqu'il est aussi responsable du bureau de Chiang Mai. Et il est responsable régional. Alors, ce soir, nous accueillons Sai Petsangpeng, voilà, qui est chercheur et qui est en bourse actuellement à l'école française d'Extrême-Orient, où en 2011, il était boursier, voilà, et qui vient nous présenter ce soir les résultats de son étude au Laos et dans le cadre de la préparation de sa thèse. Mais je vais laisser Christine vous présenter notre conférencier, et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je suis heureuse de vous présenter ce soir Sai, qui est donc effectivement qui a été boursier de l'école, qui termine sa thèse à l'heure actuelle et qui la soutiendra d'ici quelques mois. Il est donc accueilli dans nos bureaux au centre de Vientiane. Je rappelle au passage que nous avons une bibliothèque de recherche en sciences humaines et sociales qui est ouverte à tous gratuitement. Vous pouvez venir tous les jours de la semaine et consulter nos livres en histoire, ethnologie, archéologie, religion, etc. Et ça donc est suivi par un directeur de recherche qui est un membre de l'École française d'Extrême-Orient, François Lagirarde. Avant de s'intéresser à la transmission des savoirs dans les monastères là-haut, il a enseigné en Guyane française, d'abord en primaire et en collège, et puis à l'université, dans les cycles de licence français langue étrangère, où il leur a donné des cours sur la culture là-haut. Et puis ensuite, il s'est intéressé donc à la transmission des savoirs dans les monastères là-haut. Il a donc, pour ce faire, passé un séjour de 3 mois dans un monastère. Et il s'est intéressé ensuite plus particulièrement au monastère Tailu du Laos. Et donc je vais lui céder la parole pour qu'il nous présente les fruits de son travail. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc la conférence de ce soir porte sur l'éducation dans les monastères Tailu du Laos. Je souhaite vous présenter les résultats obtenus après une observation de plusieurs mois sur les pratiques didactiques de quelques monastères dans 3 provinces du Laos. Alors, ces 3 monastères se trouvaient dans la province de Luang Prabang, au district de Nambak, Bat Wahit, qu'on peut voir ici. Le deuxième monastère se trouvait dans la province de Luang Namtra, à Muengsing, à Wat Chang Chai, qui est le monastère principal de la ville de Muengsing. Puis un troisième monastère dans la province de Bokeo, à côté de Wai Sai, qui est le monastère de Doi Deng. Mon étude s'intéresse aux pratiques didactiques des monastères Tailu dans le nord du Laos, en considérant que la transmission des savoirs entre les moines permet la réalisation des rites et cérémonies bouddhiques. Cette recherche approfondit une enquête réalisée lors d'un séjour en 2006 dans un monastère Lao. J'avais alors décrit les modes d'éducation d'un village Lao, et plus particulièrement celui opéré au sein même du monastère. Malgré l'apparition d'une nouvelle institution comme l'école publique, je faisais l'hypothèse que l'institution monacale participait à la reproduction d'une identité villageoise. Par ailleurs, lors d'un séjour en 2007, j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme des Tailu, un groupe ethnique minoritaire culturellement proche des Lao. Donc, la présentation de ce soir se décline en 4 parties. Dans une première partie, je vais vous présenter le bouddhisme des Tailu
Une seconde partie portera sur la tradition éducative des monastères. Une troisième partie, je vais vous présenter la lecture, mémorisation et l'acquisition d'une manière d'être. Enfin, en conclusion, on pourra s'interroger sur les nouveaux parcours qu'empruntent les novices et les jeunes moines tailus. Dans leur identité, les tailus sont originaires du Sitsongpanna, signifiant les 12 000 rizières. Ils se caractérisent par leur pratique de la riziculture en plaine et du bouddhisme, un bouddhisme qui est différent du bouddhisme des Thaïs en général. Ils se démarquent ainsi des autres groupes ethniques, des groupes voisins comme les Thaïdam, les Hmong, les Yao, les Kamu, pratiquant essentiellement le culte animiste. Moines et laïcs sont reliés par l'offrande, constituant un moment majeur dans la vie sociale et religieuse du village. La tâche principale du moine est d'assurer les rites, permettant aux fidèles d'acquérir des mérites en récitant des formules. Le villageois croit en la rétribution de ses actes. Il espère acquérir des mérites pour ses proches, vivants ou bien décédés, et pour lui-même par les offrandes qu'il fait aux moines. Par ailleurs, en échange de ces offrandes, il espère éloigner les calamités, obtenir la santé, la prospérité et le bonheur. Alors, au niveau iconographique, on peut constater un enseignement qui est porté sur le don. L'enseignement du don provient de légendes et de mythes bouddhiques. Par exemple, le Vesantara Jataka relate la vie du prince Vesantara, ou plus communément appelé Pravet parmi les Thaïs. Pravet est un prince charitable qui ne pense qu'à donner. Il est banni de son royaume pour avoir donné l'éléphant sacré, mais il continue de donner ses biens, allant même jusqu'à faire don de ses enfants puis de sa femme. Là, sur la deuxième image de cette peinture, on peut voir Pravet en train de donner ses enfants à un brahman. Le monastère constituait la seule école depuis l'apparition du bouddhisme au Laos, jusqu'aux premières écoles publiques créées par l'administration coloniale française au début du XXe siècle. Aujourd'hui encore, l'enseignement par le monastère continue de fonctionner malgré une fréquentation massive de l'enseignement public. Après avoir appris durant plusieurs mois à lire l'écriture traditionnelle à l'aide du manuel appelé Akrala, les novices sont initiés à la lecture de nombreux textes qui seront récités lors des cérémonies. À l'aide d'un papsa, qui est un livre pliant en papier de mûrier, ou de manuels dont on recopie parfois quelques phrases au tableau, les novices apprennent à lire ou à réciter les textes en répétant après les bonzes, ou les novices les plus expérimentés. Donc sur cette image-là, on peut voir un petit novice qu'on appelle Pranoy en taïlu, en train d'apprendre à décoder le tram. Le tram, c'est l'écriture traditionnelle des taïlus, mais aussi des Lao. Alors, en m'interrogeant sur l'art de la transmission, j'ai établi l'hypothèse selon laquelle l'efficacité de la transmission dans une institution centrale de l'espace villageois était un facteur de la reproduction identitaire. Comment les pratiques didactiques de l'institution monacale parviennent à rendre les individus aptes à vivre dans leur milieu social. L'ordination est rarement définitive. Elle dépend des choix des acteurs. Plusieurs réponses ont été données par l'ensemble des personnes interrogées. Certains moines quittent le froc pour diverses raisons. Ça peut être la volonté de fonder une famille, le désir de vivre comme un laïc et d'accéder à davantage de liberté, aider ses parents au travail, celui des rizières le plus souvent, l'individu sinon ne se sent pas bien au sein du monastère, soit un ensemble de raisons qui traduisent un inconfort moral ou physique au sein du monastère. Les monastères peuvent accueillir un nombre fluctuant de religieux d'une année à l'autre. On constate néanmoins un rapport régulier entre les effectifs de bonzes et de novices. Le nombre de novices est dans les 3 régions étudiées largement supérieur au nombre de bonzes. C'est en partie pour cette raison que la transaction didactique, la relation d'apprentissage entre le novice expérimenté appelé pralong et le novice inexpérimenté appelé pranoï est très certainement la plus fréquente dans les monastères du district de Myeongsing. Alors pour l'année 2011, par exemple, le bureau du Front Lao d'édification nationale de Myeongsing m'avait fourni les statistiques suivantes. 21 moines pour 267 novices répartis sur 24 monastères. Quant au bureau de Tonprung à Bokeo, il donnait les chiffres de 30 bonzes pour 203 novices sur un ensemble de 29 monastères. Donc cette situation confère une place toute particulière aux novices les plus âgés.
et les plus expérimentés dans les monastères ne disposant pas de bonzes. Ainsi, ces novices qu'on appelle pralong deviennent chefs de monastère et chargés de l'enseignement. Ils ont acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir enseigner à leur tour aux plus jeunes. Donc on peut définir le pralong comme le novice qui sait lire le tram et qui sait réciter un certain nombre de textes majeurs. Donc ici, on peut voir un pralong qui enseigne à des pranoïs à lire la krala. Dans la deuxième partie, je vais maintenant évoquer la tradition éducative des monastères, le mode d'éducation des monastères du Sipsongpana ou encore du Lanna. Le Lanna, vous savez, c'est l'ancien royaume thaï situé dans le nord de la Thaïlande, suivait 3 phases. Une première phase était une période de préparation au noviciat, avant de passer le rite d'ordination appelé Pabatya en pali et Banprasa en lao. Les consacrants novices, les jeunes garçons, souvent âgés entre 7 et 12 ans, adoptaient le statut de cranium ou degvat, qui signifie garçon de monastère. Alors, les craniums, soit ils vivaient au sein même du monastère, comme il se fait encore chez les Taïlus du Laos, soit ils rentraient chez eux le soir, après avoir étudié. Leur principale tâche était de servir les bonzes et les novices. Par ailleurs, ils avaient des activités routinières à réaliser, comme l'arrosage des plantes, le nettoyage, considérés comme des exercices de discipline et créatrices de mérite. Alors, les craniums recevaient aussi des leçons de lecture et d'écriture du tram, car lire et écrire étaient des prérequis à l'entrée en religion en tant que novice. En même temps, ils apprenaient les principes basiques du bouddhisme, comme les 5 préceptes par exemple. Alors les 5 préceptes, peut-être que vous les connaissez déjà, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de relations sexuelles illicites, ne pas mentir ou bien ne pas consommer d'alcool. Aujourd'hui, les candidats à l'ordination des villages Taïlus visités apprennent toujours le rite de la Bapatya qu'ils auront à passer. Les craniums ont la tête rasée et portent des vêtements ordinaires. Ils attachent parfois une écharpe blanche, passant sur l'épaule gauche et nouée sur le côté de la hanche droite. Donc c'est le signe reconnaissable de leur statut. D'après le supérieur du monastère de Doideng à Bokeo, les craniums conservent ce statut jusqu'à ce qu'ils connaissent par cœur les formules du rite d'ordination. Généralement, ils restent cranium moins d'1 an. L'apprentissage des gestes adéquats est essentiel pour réaliser le rite également. Pour ce moine, la prosternation pour le rite d'ordination doit permettre au candidat de se connecter avec soi-même. Il le dit dans ces termes: ce qui n'est pas bon dans son corps, on le fait sortir. À ce moment-là de l'entretien, il imite le mouvement des mains partant de la tête et descendant vers le sol. On pense à ce qu'on a fait et à ce qu'on fait sortir. C'est une concentration, dit-il. Dans certains villages Taïlus du district de Nambak, la durée d'apprentissage des craniums est de moins en moins longue, allant parfois de 2 à 3 semaines. D'après l'officiant du culte de Wat Nayang, auparavant les craniums restaient jusqu'à ce qu'ils sachent lire le tram, exécuter et réciter les formules d'ordination. Désormais, ces séjours semblent davantage se faire dans l'unique but de développer les compétences nécessaires pour valider le rite d'ordination. Une des raisons de cet abandon, de l'apprentissage de la lecture et de la récitation, est l'insuffisance de moines dans les monastères de village. La transition entre le statut de cranium et celui de novice est marquée par le statut éphémère de Lukkeo. Lukkeo, c'est l'enfant qui va se faire ordonner. Le jour de la cérémonie, avant qu'ils ne revêtent les robes, ils adoptent ce statut. On peut reconnaître assez facilement ce statut grâce à la tenue vestimentaire qu'ils porteront qu'une seule fois dans leur vie. La communauté monacale distingue les novices des bonzes. Il existe donc 2 degrés dans le rite d'entrée en religion. La première phase du rite est appelée Pabatya, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle correspond à l'admission à la vie monastique en tant que novice. Le rite se poursuit pour l'individu âgé d'au moins 20 ans qui veut être admis en tant que moine. Cette seconde phase est appelée Upasampada, ce qui signifie acceptation. Pour que l'Upasampada soit valide,
il est nécessaire d'avoir validé la Pabatya. Le jeune garçon qui a été admis en tant que novice devra suivre 10 règles, tandis que l'individu qui a été ordonné en tant que bonze suivra désormais 227 règles. L'ordination des novices est un événement important et la procédure rituelle s'étend sur 3 jours. Jusqu'avant leur ordination formelle, les jeunes garçons sont encore appelés Lukkeo durant le rite d'ordination. Cette cérémonie doit avoir lieu en présence d'au moins 5 bonzes. L'officiant principal est le chef du monastère. Cet événement est accompagné de festivités durant 3 jours qui commencent la veille du Vansin, c'est-à-dire le jour des préceptes, et qui attirent autant de monde que pour la cérémonie d'ordination d'un bonze. Il semblerait que les Tailus accordent autant d'importance, sinon plus, à l'ordination des novices qu'à celle des bonzes. Là sur l'image de gauche, c'est le cortège qui emmène les Lukkeo vers le temple. Et sur l'image de droite, c'est un rite qu'on appelle Toksu. C'est la demande de la part des villageois, c'est une quête d'argent finalement, pour permettre au chef de monastère de subvenir aux différents besoins, comme les rénovations du monastère par exemple. Alors le jour d'ordination est choisi par les pronyok. Ce sont en fait des parrains. Pro signifie père, nyok signifie soulever. Et c'est donc ces pronyok parrainent la cérémonie d'admission des enfants qui ne sont pas les leurs. En effet, les parents ne financent pas l'ordination de leur propre enfant, mais celle d'un autre enfant. Il semblerait que ce principe réside dans la surenchère des mérites obtenus. Un père acquiert déjà des mérites en autorisant son fils biologique à entrer en religion. De plus, s'il parraine l'ordination d'un autre enfant, il obtient davantage de mérite. On peut dire en quelque sorte qu'il double son capital de mérite. L'autre avantage d'une telle pratique est pour les villageois de renforcer l'entraide ou le lien social. Le pronyok et le nouveau novice sont liés pour toujours, en quelque sorte. Le garçon restera reconnaissant à son donateur et le donateur le considérera comme un fils adopté, lui ayant permis un jour d'obtenir des mérites. Ce dernier viendra aider le pronyok à travailler dans les champs lorsque c'est nécessaire. Alors, lors du rite appelé Apisek, qui signifie le bain rituel, les pronyok lavent les enfants dans la cour du monastère à l'endroit du Osongnam. Le Osongnam, c'est un édicule d'ablution, comme sur cette image. Il a été construit pour l'occasion avec des troncs de bananiers. Ces derniers ne pourront plus se laver durant les 3 jours suivant l'ordination, afin qu'ils méditent sur la véritable nature du corps. Une fois rasés et lavés, les enfants sont maquillés et habillés d'un costume rituel. Alors, par cette scène, les Lukkeo sont portés sur les épaules jusqu'aux maisons des pronyok. Le lendemain, ils reviendront au monastère, toujours portés sur les épaules, pour effectuer le rite d'ordination. Par cette scène, il représente l'épisode du grand départ du prince Siddhartha pour la vie d'ascète. Cet épisode fait suite aux 4 rencontres, le vieillard, le malade, le mort, le religieux. On dit que 4 gardiens du monde, les 4 gardiens du monde appelés Lokapala, auraient soutenu les sabots du cheval Kantaka pour étouffer leur bruit et ainsi ne pas réveiller les gardes du palais. Cette image représente l'envol du prince Siddhartha sur son cheval au-dessus des murs du palais durant la nuit. Alors, il est très certainement accompagné de son écuyer appelé Tiana. Le second jour, le cortège s'arrêtera dans la cour du monastère, en face du bâtiment de culte, le Vihan. Les enfants sont travestis en référence au prince Siddhartha. Ils ne touchent pas le sol afin de ne pas écraser les insectes en marchant. Ils sont donc portés sur des chaises ou sur le dos. Ils toucheront le sol lorsqu'ils pénétreront dans le bâtiment de culte, là où les attend le chef du monastère. Dès que les Lukkeo toucheront le sol, ou ils pourront toucher le sol, ils prendront soin de se concentrer sur leur marche. Ils auront l'obligation de piétiner durant tout le rite, et ce durant 3 jours. Alors, la première partie du rite
est la plus importante puisqu'elle est l'acte de la communauté validant l'ordination. La seconde partie est l'offrande envers les nouveaux membres de la communauté monacale, c'est-à-dire envers les nouveaux novices. Enfin, la troisième partie, le troisième temps du rite, est le rite de transfert des mérites, appelé Yatnam. Je vous laisse le temps de prendre connaissance des formules du rite. Une partie, un extrait des formules du rite. Après avoir été ordonnés, les novices devront dormir dans le bâtiment de culte durant 3 nuits et ne pourront pas se laver pendant cette période. Alors ils se servent du chapelet constitué de 108 perles assez fréquemment avec leur main gauche afin de fixer leur attention sur la récitation de formules. En effet, tout en développant leur concentration, ils récitent à chaque perle prise entre le pouce et l'index le mot Putro, signifiant Bouddha, afin de maintenir l'attention. Comme dans le passé, une seconde période commence à partir de leur admission en tant que novice, ayant lieu entre les âges de 10 et 20 ans. Les moines les entraînent alors à l'art de prêcher dans le style du chant traditionnel, ce qui demande une longue période d'entraînement de la voix. Il n'existe pas de curriculum généralisé dans ces monastères, fixé à l'avance de façon formelle à l'ensemble des monastères d'une même région. Le contenu d'enseignement dépend largement des compétences des maîtres et de la tradition locale du savoir-faire et savoir réciter. L'apprentissage de la lecture du tram, ou de l'écriture traditionnelle, et l'apprentissage par cœur des textes sacrés sont les tâches d'apprentissage les plus importantes pour un novice. Donc là, on peut voir par exemple un maître laïque qui apprend à lire à un jeune novice. C'est pour remplacer le manque de bonzes dans ces monastères, là ici à Nansing. Pour Georges Condominas, il ajoutait que cette période est aussi celle du dressage moral mettant fin à l'entière liberté que connaissait l'enfant dans sa famille. Il le disait à propos des Lao. Traditionnellement, à la fin du noviciat, si le garçon décide de quitter le froc, le titre de Mai, encore en usage chez les Tailus, est ajouté à son nom. Enfin, la troisième phase de l'éducation d'un religieux commence à partir de l'âge de 20 ans, au moment du rite de l'Upasampada, c'est-à-dire l'acceptation, leur conférant le statut de moine. Sur cette image, le novice en voie d'être ordonné marche sur le dos d'un villageois. Par cet acte, les lus croient que leur douleur ou leur maladie quelconque disparaîtront. Chez les Tailus, le nouveau moine doit aller honorer ses pronyopes durant 3 jours. Par ailleurs, durant ces 3 jours, muni d'une sébile, d'un éventail liturgique et d'un bâton, il part exceptionnellement quitter son repas dans le village. Alors, il est toujours accompagné d'un novice qui annonce la venue du moine aux villageois en frappant doucement sur un gong. Ce n'est qu'au dernier jour, après son dernier bintakbat, ou bien aumône du matin, que le nouveau moine sera autorisé à prendre un bain. Alors l'aumône du matin, comme on peut l'observer chez les moines et les novices Lao, n'est pas quotidienne chez les Tailus. Quotidiennement, seuls 1 ou 2 novices partent chercher la nourriture dans les maisons. Soit les villageois leur placent la nourriture dans la sébile, soit ils la mettent en avance dans un panier suspendu au toit de la maison. Donc voilà les 2 cas de figure. Soit on la met dans le panier, soit on la donne directement lorsqu'on est à la maison. Alors l'un des enjeux de l'éducation dans les monastères Tailus est la lecture du tram. Les moines Tailus utilisent toujours un système d'écriture traditionnelle appelé tram. Le tram des lus écrit aussi bien la langue pali que la langue lu, les textes religieux et les textes profanes.
Deux types de récitations sont appris par les bonzes et les novices lus. Un premier type est appelé Sut Pratyao. C'est une cérémonie quotidienne consistant en une récitation d'hommage aux trois joyaux au coucher du soleil. Alors chez les Lao, on la fait aussi le matin et le soir. Alors cette récitation fait partie intégrante de la discipline et des obligations des moines. Un deuxième type de récitation est appelé Sutmon, qui signifie la récitation des formules. Elles sont récitées devant les fidèles lors de rites et elles leur permettent d'acquérir des mérites ou encore la protection. Donc, certaines récitations sont données pour des occasions peu propices, tandis que d'autres sont données lors des occasions propices, notamment lors de l'élévation d'une nouvelle maison. Là, c'est une image qui a été prise à Nangsing. Ici, c'est le propriétaire de la nouvelle maison qui est au centre de l'espace. Alors, à la demande des familles, les rites occasionnels ont lieu, tels que la cérémonie Bunkrunwan Mai, la cérémonie d'élévation de la nouvelle maison, consistant à réciter le Mongkun Sut. Le Mongkun signifie propice, de bon augure, afin de protéger la nouvelle maison de tous les fléaux. J'ai constaté aussi l'utilisation de formules rituelles spécifiquement tailues, appelées Kraolut Kror, qui est un rite pour faire disparaître la malchance, ou bien encore le rite Krao Munoi, qui est un rite pour envoyer des mérites aux morts. La lecture du tram doit donc être connue des membres de la communauté monacale pour apprendre la récitation des textes, perpétuer les rites et garantir ainsi l'accès à l'héritage culturel. Alors un autre genre de texte répandu parmi les Thaïs est le Jataka. Jataka est une collection de récits. Ce sont les contes et les histoires narrant les vies passées du Bouddha Gautama. Il s'agit de la collection la plus appréciée du Laos. Le Jataka le plus connu et le plus apprécié par les bouddhistes du monde thaï est le Vesantara Jataka. On retrouve l'histoire du prince Vesantara peinte sur les murs des Vihanes, des bâtiments de culte de beaucoup de monastères. Il est ainsi le Jataka le plus copié par les scribes. Apprendre à lire le tram permet de lire les textes bouddhiques, écrits en tram incluant notamment les Jataka, ou encore les récitations servant au rite. Pour les Lao et les Thailus, l'acquisition de la lecture et de l'écriture tram a toujours permis à l'individu d'accéder au statut de lettré du village. Bien souvent, lorsqu'il décidait de quitter le Phok, il devenait une personne influente du village en exerçant des fonctions comme Atyanvat. Atyanvat signifie officiant du culte. L'Atyanvat est celui qui dirige le rituel pour les fidèles en présence des moines. La culture lettrée acquise dans un monastère ne sert pas uniquement les rites bouddhiques, mais elle est aussi utilisée par les anciens moines afin d'assurer certains rites animistes du village. Enfin, la connaissance du tram permet de recopier des manuscrits et d'assurer en partie la préservation des textes locaux. Traditionnellement, les moines incisaient des textes sur des bailan. Les bailan, ce sont les feuilles de latanier, dont l'avantage était de résister à l'humidité. Cette pratique est moins fréquente, mais elle se retrouve encore parmi les lus du Yunnan, qui en ont fait un des symboles de leur identité. Les feuilles de latanier sont tout d'abord exposées quelques jours à l'extérieur, ensuite on les empile ensemble quelques semaines, avant de les séparer, puis les feuilles sont bouillies dans de l'eau de riz puis séchées. Enfin, on les coupe sous une forme rectangle d'une dimension d'environ 50 cm de long sur 5 cm de large. On les rassemble alors pour les compresser ensemble. Avant de graver son texte sur les feuilles de latanier, le copiste prépare les lignes des feuillets, 5 en moyenne, puis à l'aide d'un stylet, il grave les lettres sur chaque face du papier. Après avoir gravé le texte, le copiste passe alors du noir de suie pour faire ressortir les lettres. Les feuillets sont ensuite reliés par une cordelette passant par les perforations effectuées sur les feuillets. Les feuilles de latanier sont placées entre deux planches en bois les protégeant. Alors, le papsa est un manuscrit fait d'une seule feuille de papier épaisse et plié en accordéon. Le papier utilisé provient du Moria papier. Il est davantage utilisé par les Tailus que les feuilles de latanier servant exclusivement l'inscription de textes religieux. Le papsa
est le support le plus répandu dans ces monastères. Après leur fabrication, les feuilles de papier de mûrier sont pliées verticalement en paravent. Ces manuscrits sont ainsi plus longs que larges. Le copiste peut alors préparer ses feuilles en traçant des lignes à l'aide d'un crayon à papier. Donc, la copie des manuscrits relève d'une longue tradition dont le but est de préserver ce qui est connu. L'humidité et les insectes détériorent les manuscrits. Ils sont donc recopiés soit par des moines plus ou moins expérimentés, soit par des lettrés possédant une belle écriture pour être reproduits et diffusés. En reproduisant les manuscrits, les textes sont préservés et sont ensuite transmis aux plus jeunes, les novices, par l'intermédiaire des professeurs qui enseignent essentiellement l'art de les lire. La capacité à lire est déterminante pour la reproduction des rites, faisant fonctionner ainsi le système de croyance des membres du village. En dehors de la littérature religieuse, dont les catégories essentielles sont les jatakas, le code disciplinaire, les anisong, qui évoquent en fait les mérites obtenus selon les actes effectués, les textes contenant les enseignements narratifs du Bouddha également, les chroniques bouddhiques, les monastères possèdent également une littérature profane importante participant au patrimoine littéraire thaïlu. Pour autant, ces textes sont rarement utilisés. On constate néanmoins plusieurs catégories de manuscrits conservés dans les monastères, dont les chroniques locales, les histoires villageoises, l'astrologie, la tradition, la loi, les formules de guérison. La copie d'un texte a toujours été considérée comme un acte méritoire. Des textes sur les actes avantageux appelés anisong énoncent les mérites obtenus à ceux qui copient des textes religieux. Certains textes sont plus populaires que d'autres et on peut retrouver des textes similaires dans différentes régions. Par exemple, les fascicules du Visantara Jataka sont souvent commandés par les donateurs car ils sont censés être une source de mérite plus importante. Comme je l'ai précisé précédemment, la copie des textes est aujourd'hui chez les Taïlus du Yunnan un moyen de s'affirmer sur le plan identitaire et en perpétuant ainsi la culture bouddhiste. Cet acte montre assez bien une forme de résistance face au processus de sinisation vécu dans la préfecture du Xishangbana. De plus, une partie des manuscrits produits au Xishangbana sont transmis aux communautés taïlues des pays voisins, Birmanie, Laos et Thaïlande, accentuant ainsi la préservation des textes. Là, ces deux photos ont été prises à Cheng'ong, au Xishangbana, et on peut voir donc, sur chaque image l'écriture Tram et puis l'écriture Han, l'écriture chinoise. Dans cette troisième partie, que j'ai intitulée Lecture, mémorisation et acquisition d'une manière d'être, je vais vous présenter quelques pratiques didactiques des monastères, sans être trop technique. Les analyses de ces pratiques révèlent tout d'abord que la culture monacale est une culture principalement mémorielle. La mémorisation des textes est la tâche première des moines et des novices. Mais à cette mémorisation textuelle, il faut ajouter une mémorisation qui se joue à travers le corps. Il s'agit d'une mémorisation par le corps. En même temps que le novice apprend à réciter ou à lire des textes afin de réaliser les rites, il acquiert progressivement un habitus et un style de pensée propre à la culture monacale, mais participant également à l'identité villageoise thaïlue. Alors par exemple, comment apprend-on à lire la krala dans le monastère de Doiden à Bokeo? Dans cette séance, il s'agit d'un exercice de lecture consistant à reconnaître les signes voyelles en dessous du signe consonne K. Par exemple, kin, kim, kip. J'utilise le concept didactique de réticence pour indiquer ici le travail du professeur, c'est-à-dire du moine sur la droite, ainsi, qui ne dévoile pas les réponses. Le système de validation du moine est tout à fait original, car il ne valide ou invalide jamais les réponses immédiatement après qu'elles aient été données par les novices. Donc rien ne signale aux novices qu'il soit dans l'exactitude ou dans l'erreur après avoir lu la première fois. Le bonze poursuit le tour en interrogeant chaque novice. Lorsque la réponse a été trouvée ou donnée par la majorité des élèves,
Le professeur redemande alors aux élèves qui étaient initialement dans l'erreur de relire. Le professeur valide seulement les réponses du groupe en effectuant une explication brève, puis en demandant au grand novice, qui est près du tableau, d'écrire une nouvelle syllabe. Le 11, en déclarant jamais de façon immédiate que la solution apportée par un élève est bonne ou mauvaise, laisse la possibilité à chaque novice de s'exercer à lire et de remédier aux éventuelles erreurs. L'apprentissage de la lecture à Wahid, quelque peu différente. Les mots donnés par le professeur sont pris dans le manuel intitulé Akrala. Akrala, ça signifie la lettre, l'alphabet. Ce manuel comporte bien sûr, évidemment, les lettres de l'alphabet en première page, les syllabes en seconde partie, puis quelques mots essentiels sont donnés en dernière partie. Le moine se sert du tableau pour écrire une série de mots que devront lire avec plus ou moins de succès les craniums, c'est-à-dire les candidats à l'ordination. On peut voir au fond derrière les novices. Le jeu qu'instaure le professeur est celui d'interroger un élève et de demander la validation de sa réponse par le groupe. Ce jeu de décodage des mots permet ainsi au professeur de donner une part active aux élèves tout au long de l'apprentissage. L'esprit de groupe et le travail collectif est mis en avant dans les séquences d'apprentissage de la lecture. Alors à Wahid, lorsque le cranium, le candidat à l'ordination, sait lire le tram, il devra par la suite apprendre à lire le tram d'une certaine manière. C'est ce que les Tailus du district de Nambak appellent Vatram. La séance d'apprentissage du Vatram que je vais vous présenter à présent se rapporte à une situation d'enseignement très commune dans les monastères au Laos. Toujours à Wat Wahid, l'opposition assise des novices dans l'espace est intéressante à plusieurs égards. Tout d'abord, on constate qu'aucun des novices ne peut voir dans sa position initiale le travail des autres, puisqu'ils sont assis en ronde. Les novices sont donc isolés dans l'accomplissement de leurs tâches. La tâche est individuelle et non pas collective. Le professeur, en étant assis au milieu de la ronde, a la possibilité de vérifier les lectures de chacun. Et c'est bien un travail de vérification, puis de correction qu'exécute le moine. Pour vérifier les lectures en étant au centre, il peut regarder les textes de chacun et ainsi associer le son à l'image. C'est également en étant au centre qu'il parvient à entendre de la même façon ou de manière égale chacun des novices. Donc, le principe de ce jeu d'apprentissage de la lecture repose sur le passage entre lecture solitaire des novices et correction-démonstration de la lecture par le moine. Les séances d'apprentissage que j'ai observées sont essentiellement tournées vers un processus commun qui est la mémorisation des textes et leur style d'énonciation. Ce processus intègre l'apprentissage de la lecture. L'étude de ces séances montre que la lecture est un instrument favorisant la mémorisation des textes de récitation. Il semble donc que pour les moines et les villageois tailus, la mémorisation possède une valeur supérieure à celle de la lecture. En d'autres termes, cela signifie que la mémorisation des textes prime sur la compréhension des textes. Dans les monastères de cette étude, l'essentiel est de mémoriser des textes pour les réciter lors des cérémonies. Deux genres de lecture sont observés. Un premier genre que je vous ai décrit précédemment est appelé Vatram en tailu. Il consiste à lire le tram à l'aide d'un support écrit. Les textes ne sont pas appris par cœur, mais l'élève doit retenir la prononciation correcte des mots les plus difficiles, généralement en langue pali, ainsi que le style de lecture. Ces textes sont le plus souvent des histoires ou bien des narrations des vies passées du Bouddha, qui seront lus publiquement lors d'une cérémonie comme le Bouddha Pravet. Un second genre de lecture est une lecture-mémorisation, rendue nécessaire par la récitation des textes possédant des qualités apotropaïques ou magiques. Ce sont des textes mémorisés entièrement et récités fréquemment lors des cérémonies. Par exemple, le Mankrala Sut est employé régulièrement lors de la cérémonie d'élévation de la nouvelle maison et pour l'ensemble des cérémonies de l'année. Je vais maintenant présenter la lecture-mémorisation des monastères tailus. Dans tous ces monastères, j'ai repéré une pratique commune que j'ai nommée la lecture-mémorisation. Elle évoque l'action de lire pour mémoriser un texte. Quand le moine travaille avec les novices, il leur fait faire un travail de répétition, toujours dans une double intention, étant l'apprentissage d'une lecture adéquate
et la mémorisation des textes. En même temps qu'il leur apprend à lire, il cherche à leur faire mémoriser les textes. Alors, cet apprentissage est tout à fait comparable à celui qui était en cours durant l'Antiquité en Europe. Dans un ouvrage intitulé Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, l'auteur Marou note que lecture et récitation participaient d'un même processus d'apprentissage. Il notait: à la lecture et à l'écriture est intimement associée la récitation. L'enfant apprend par cœur les petits textes sur lesquels il s'est exercé, à la fois pour se former et meubler sa mémoire. Le tramnong est la manière de lire ou le style de lecture, c'est-à-dire cette musicalité dans la lecture ou dans la récitation. Le tramnong peut varier d'un monastère à l'autre sur un même texte. Le tramnong, selon les moines, a pour fonction de rendre agréable la lecture à ceux qui l'écoutent. Alors, d'après certains moines, certains laïcs peuvent parfois pleurer en écoutant ces lectures. Le tramnong a non seulement pour objectif de rendre les récitations agréables, mais aussi de mieux transmettre des messages aux auditeurs par l'émotion qu'ils procurent. L'efficacité de l'enseignement d'une valeur essentielle dans la culture bouddhique, comme le don, est notamment permise par la sonorité du texte. On peut donc comprendre que le tramnong est un moyen de sensibiliser l'auditeur à l'enseignement d'un texte. Bon, par ailleurs, le tramnong est aussi un moyen pour mémoriser les textes de récitation plus facilement. Alors, comment s'apprend le tramnong? Afin que l'élève acquiert son style, le professeur alterne plusieurs techniques didactiques. L'imitation par la répétition est un premier travail nécessaire à l'apprentissage du tramnong. Il s'agit de répéter après le moine tout en suivant sa lecture sur les feuilles de latanier, bailan. Ce premier travail d'imitation que le moine nomme son vaotan, qui signifie enseigner en faisant répéter, précède un travail d'imprégnation du style dont le principe réside dans un dire ensemble. Là en haut, on dirait vaonamkan. Une troisième phase est bien celle montrant le novice lire seul. Lire seul, en didactique, on parle d'évolution. À ce moment, le professeur se contente d'écouter son élève. L'interrogation finale va permettre au professeur de s'assurer de la capacité du novice à lire avec le tramnong adéquat, mais également de parfaire sa lecture. Le processus tel qu'il vient d'être décrit apparaît comme étant à l'origine de la reproduction d'une certaine tradition quant à la manière de lire le Vesantara Jataka. Je rappelle que le Mankrala Sut est le texte de récitation le plus utilisé par les moines et novices lors des cérémonies bouddhiques. Il est récité lors des rites envers les fidèles, et ceci dans la recherche du Mankrala ou du Monkun, signifiant la félicité, la prospérité, le bien-être. Les villageois pensent que la récitation de certains textes aurait des effets apotropaïques, une nouvelle fois, sur ceux qui les lisent, mais aussi sur ceux qui les entendent. Donc, dans un jeu de mémorisation, l'élève et le professeur s'appuient sur deux contrats didactiques qui sont le contrat de lecture et le contrat de répétition. Donc, un contrat didactique, c'est un système d'habitude et d'attente établi entre le professeur et l'élève. Alors, comment est-ce qu'on mémorise le Mankrala Sutta Valdeuden, par exemple? Afin d'alléger la mémoire, l'ensemble des moines réduisent les textes entiers à quelques lignes devant être mémorisés chaque jour. À Doideng, le bonze a écrit un texte en trame de 5 lignes au tableau, extrait du texte entier nommé Kalaniya Metasutta, qui signifie le discours sur la bienveillance. Le moine commence la lecture du texte en employant un tramnong. Les novices répètent à chaque pause. Le bonze fait répéter le texte 7 fois de suite. Il donne ensuite le rôle de lecteur au novice assis au premier rang à gauche. Ce novice-là doit lire en effectuant les mêmes pauses aux mêmes endroits du texte et en utilisant le même style de lecture. À chaque pause effectuée par le lecteur, les autres novices répètent, et ce jusqu'à la fin du texte. Ce procédé que j'ai nommé la course de relais permet ainsi à chaque novice de s'entraîner à lire et au groupe de mémoriser le texte en répétant. Dans la situation d'autonomie, ce système est géré collectivement par les élèves eux-mêmes. Lorsque le contrat de lecture ou de répétition n'est pas respecté,
Le groupe peut sanctionner physiquement le novice qui ne participe plus au jeu didactique. Il lui donne alors un coup de baguette. Parvenir à mémoriser le texte suppose la participation et la concentration de tous. L'action collective, l'entraide et la concentration dans la tâche commune font partie des valeurs et des normes de comportement de l'institution monacale. Jouer à sanctionner celui qui ne suit pas permet ainsi de maintenir la course de relais mise en place et d'assimiler les textes servant aux cérémonies. Donc, je suis la définition d'Émile Durkheim à propos de l'éducation. Et je la spécifie au milieu villageois en affirmant que le monastère est une institution socialisante encore prégnante. La formation reçue au sein de cette institution participe à la reproduction d'une identité villageoise taillue. L'apprentissage des rites perpétue un système de croyances villageoises. Tout en apprenant des savoirs relatifs à leurs fonctions, les moines et les novices acquièrent une manière d'être et un style de pensée propre aux hommes du village. Il s'agit en fait de ce que Durkheim nommait l'être collectif, qui est fait d'un système d'idées, de sentiments et d'habitudes s'exprimant en nous et appartenant au groupe dont nous faisons partie. Alors l'apprentissage des textes est aussi un apprentissage d'une manière d'être au sein du groupe villageois. Tout en apprenant des savoirs relatifs à sa fonction, le novice acquiert progressivement un habitus, c'est-à-dire l'habitus, ce qu'on a acquis et qui s'est incarné de façon durable dans le corps, sous forme de disposition permanente. Par la formation qu'il reçoit au monastère, le novice est préparé à se comporter d'une certaine manière et à partager quelques valeurs centrales au sein de la communauté villageoise. Il intègre un style de pensée propre au groupe villageois. L'intériorisation des valeurs d'un groupe est notamment visible par le corps et son action. Les valeurs sont des gestes, des manières de se tenir debout, de marcher, de parler, nous dit notamment Bourdieu. Par exemple, s'asseoir à un niveau inférieur ou se courber en passant devant un aîné sont des actions corporelles traduisant le respect et la politesse. La mémoire occupe également une place centrale dans la formation des novices. La mémoire est comprise par les villageois comme un signe de sagesse. L'acquisition d'une mémoire bien entraînée exige alors certaines dispositions du corps. C'est ce que l'on va voir maintenant. Après. Une question s'est imposée aussi dans cette étude, c'est pourquoi mémoriser ou apprendre des textes par cœur? Alors que l'écriture pourrait diminuer le stockage en mémoire, les moines apprennent pourtant certains textes par cœur pour les réciter ensuite publiquement. Pourquoi ne pas simplement les lire? Il semblerait que cette réponse soit à chercher du côté de la tradition en Asie du Sud-Est, dans laquelle les villageois placent autant leur confiance en la mémoire des anciens et des moines qu'en l'écrit. Le statut des anciens dans la société asiatique a toujours été lié au respect pour la mémoire qu'ils possèdent, mais aussi pour la sagesse, ou ce qu'on peut appeler la vertu de prudence. Une mémoire bien entraînée est toujours valorisée par la société villageoise. Dans l'appréciation de la mémoire par rapport à l'écrit, la tradition asiatique ne serait peut-être pas si différente de celle de l'Europe médiévale, dont la confiance en la mémoire et en la transmission orale dépassait celle de l'écrit et de la transmission textuelle. Le prestige que confère le statut de moine n'est pas indépendant non plus de la capacité à se remémorer des textes sacrés. Parler le verbe des dieux confère un pouvoir particulièrement charismatique. Réciter ou bien se remémorer demande une certaine rigueur d'esprit qui se traduit par une certaine attitude corporelle dans l'apprentissage. La concentration et la vitalité de l'esprit sont des conditions indispensables à la mémorisation. L'analyse proxémique. Alors la proxémique, c'est l'étude des agencements corporels dans l'espace. Par exemple, ça peut être la signification des distances entre les personnes ou bien leurs mouvements. Cette analyse proxémique confirme que le maintien du regard fixé au sol sur un cahier ou un objet quelconque et la position droite du corps dans la récitation sont des moyens de concentration et de remémoration d'un texte long. Voilà,
Par exemple, le jeune novice qui s'affaisse, qui s'endormait, donc le moine qui le rappelait plusieurs fois à l'ordre pour maintenir son attention, pour qu'il maintienne son attention. L'action visuelle est aussi un moyen de concentration et de mémorisation. La série de photogrammes extraits des films vidéo que j'ai tournés à Nancy et puis dans les deux autres monastères montre que les regards ne se croisent jamais, les élèves et les professeurs ne se regardent jamais dans les yeux. Un deuxième photogramme. Quelques secondes après, le moine dirige son regard vers le texte de Praqueux. Puis ensuite, quelques secondes encore après, il revient au texte de Pravat, ici. Le moine va corriger oralement une erreur de lecture. Donc, la flèche rouge indique qu'il s'adresse au novice. Pravat répète le mot, il va regarder le moine, et celui-ci regarde cette fois-ci le texte. Alors comment est-ce qu'on doit interpréter ce comportement proxémique particulier? Tout comme l'anthropologue Hall évoquait le cas des Indiens Navajo qui apprenaient justement l'évitement des regards lors des conversations, j'ai tout d'abord supposé que les novices apprenaient à ne pas regarder un moine dans les yeux lors d'une interaction quelle qu'elle soit. Alors ce comportement proxémique pourrait peut-être traduire une forme de respect hiérarchique, comme par exemple la manière de se déplacer, de la même façon que la manière de se déplacer devant un moine le traduit. Pourtant, en l'absence des croisements de regard à ce moment de la séance, ne doit pas être considéré comme relevant d'un code proxémique établi dans le respect d'une hiérarchie moine-novice. Ces deux photogrammes effacent cette hypothèse, puisqu'on voit que les regards se croisent, notamment là dans ce premier photogramme entre le novice Pravat et puis le moine, et puis là entre le moine Kuba Sampet et puis un officiel du Front d'édification nationale de Nancy. L'absence de face-à-face ou de croisement de regard indique un agencement proxémique nécessaire dans les monastères dont le but est la recherche de la concentration et de l'attention de l'esprit à l'objet d'enseignement, bien sûr. Que ce soit dans une situation d'apprentissage de la lecture où les novices s'assoient presque dos à dos ou encore dans une situation de mémorisation comme celle présentée précédemment, l'agencement didactique cherche à éviter le plus possible des contacts visuels entre les élèves eux-mêmes et entre le professeur et ses élèves. Les corps se touchent presque tandis que les regards ne se croisent pas. Alors, paradoxalement, alors que plusieurs situations d'apprentissage ou rituels exigent une forme de solidarité entre les membres du groupe, visible notamment par le rapprochement des corps, ces mêmes situations demandent en même temps une certaine forme d'isolement dans l'accomplissement de la tâche, notamment visible par l'absence de contact visuel. Alors pour aider à la remémoration, les moines disposent d'un objet utilisé à certains moments. Le krantalabat ou bien l'éventail liturgique du moine est fréquemment utilisé lors de la récitation des formules, comme la prise des préceptes donnés aux laïcs, ou bien encore la récitation de formules apotropaïques. Le moine cache ainsi son visage devant l'assistance afin de se concentrer sur la récitation des mots, comme sur ce premier photogramme. De même, la prononciation d'un sermon, comme sur ce second photogramme, exige une concentration du moine sur ce qu'il enseigne. C'est ce que montre à un niveau proxémique les deux photogrammes. Il est courant que les anciens conseillent à un jeune homme de se faire ordonner lorsqu'il connaît des accidents à répétition, accidents de moto, etc. Je vais donner un exemple pour montrer que la formation d'un novice est portée sur ce que j'appelle le contact avec soi-même ou l'attention au corps et à l'esprit. Observons tout d'abord cette série de photogrammes montrant une transition entre la dernière prosternation et le changement de position assise durant la récitation d'hommage envers les trois joyaux. Donc là, juste après avoir effectué sa dernière prosternation, le novice qui est ici regarde du côté de ce novice-là qui est un pralong, un novice expérimenté. Le moine est sur le point de remonter et de joindre ses mains vers son visage. Juste après cette prosternée, le pralong, ici même,
passe sa main gauche sur son visage. Le moine, quant à lui, finit sa seconde prostration en amenant ses deux mains jointes devant son visage. Juste après cette prosterne une nouvelle fois, le moine regarde la position de son corps, et plus précisément la position de ses mains sur ses cuisses. Le jeune novice derrière lui regarde ce qu'il fait, tandis que le novice expérimenté, lui, regarde ses ombres. Alors, un rite composé de plusieurs phases d'action suppose des transitions. Ce qui ressort assez nettement de cette comparaison entre les transitions des trois acteurs, c'est l'état d'esprit différent dans lequel le moine et les novices réalisent le rite. En lisant le corps du moine, il semble que toutes ces actions forment une symbiose. Il ne se distrait à aucun moment et conserve une attention toute particulière à son corps, même lorsqu'une action apparaît comme terminée. Quant aux deux novices, ils expriment à travers leur corps une conception du rite d'hommage qui serait la production d'une simple tâche routinière. Ils semblent concevoir la fin d'un geste comme un moment leur permettant de penser et de faire autre chose que l'action rituelle. Ils changent d'activité finalement. Pour le moine, cette cérémonie apparaît être un moment de concentration intérieure ou de connexion avec soi-même. C'est essentiellement par l'imitation quotidienne et la répétition des gestes du moine sur plusieurs années que les novices vont un jour ou l'autre acquérir l'état d'esprit de la cérémonie, qui est en fait la connexion avec soi-même. Alors, la vie monacale de l'adolescent est le prolongement et l'accentuation d'une socialisation primaire, commencée dans la famille et faite notamment d'un apprentissage du code social villageois. Plusieurs concepts clés semblent être des impératifs de la conduite humaine dans les villages taïlis. Quelles sont les valeurs apprises au monastère, Donc là, sur ce schéma, j'ai voulu vous présenter un système de valeurs du village et de son monastère. Donc tout d'abord, les 5 préceptes que j'ai évoqués au tout début. La tolérance est apprise au monastère, le respect des anciens et des aînés, mais aussi la solidarité, le partage. La valeur d'effort et de travail est également inculquée dans le monastère. La générosité, enfin l'expression Bopenyang, signifiant ce n'est rien, est une valeur aussi qu'on apprend dans un monastère et une valeur importante. Une façon d'être très importante est de la maîtrise de soi à la face. Voilà. Tout d'abord, les 5 préceptes sont connus de tous, ils sont normalement suivis par chaque pratiquant, mais il est bien rare qu'ils soient respectés à la lettre. Ainsi, ne pas tuer un être vivant comme un animal est chose impossible pour l'agriculteur, le boucher ou le vendeur de poulet au marché. Pour atténuer ces fautes, les moines tailus récitent un texte appelé Vivaglon. Donc là, c'est le témoignage d'un jeune moine de Myeongsing. Et ici, c'est donc une photo qui a été prise sur une fresque murale, une fresque dans le monastère de Doide. Il montre l'enfer pour ceux qui ont commis l'adultère. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les deux amants se courent l'un après l'autre, grimpent sur l'arbre l'un après l'autre, un arbre à pic, mais ils ne se touchent jamais, et ils redescendent à chaque fois au pied de l'arbre, où des chiens essaient de les dévorer. La tolérance est une valeur apprise dans les familles et les monastères. L'enseignement bouddhiste insiste sur la compassion envers tous les êtres humains. Par ailleurs, les novices apprennent à vivre avec d'autres enfants au sein du même espace. Le respect des anciens ou des aînés se voit par la croyance au transfert des mérites envers les parents vivants et décédés, grâce à chaque cérémonie ou rite effectué par les religieux ou les laïcs. Elle est aussi visible au niveau de la hiérarchie dans le monastère et de la soumission qui s'ensuit. Là, c'est une photo qui a été prise lors d'une cérémonie appelée Bumkralava, ou bien on peut dire aussi Soma Kuba Akan. Les moines les moins expérimentés, enfin qui sont arrivés tardivement dans la communauté monacale, se confessent auprès des moines les plus anciens de la communauté.
Elle a lieu une fois par an. La solidarité et le partage sont perceptibles également, je l'ai dit, à travers les moments de travail collectif au sein du monastère, mais aussi lors des apprentissages, comme la course de relais ou encore la récitation d'hommage. L'effort ou le travail sont valorisés dans la société villageoise. Les novices apprennent la valeur de l'effort lors des tâches collectives récurrentes au sein du monastère, comme tondre la pelouse, rénover les murs, les enceintes du monastère, balayer la cour ou les bâtiments, faire la vaisselle, l'apprentissage régulier des textes, etc., etc. La générosité est une valeur apprise durant les cérémonies et à chaque offrande. C'est notamment lors du Bud Pravet que le don est enseigné. L'expression Bopeignang, signifiant, je le répète, cela n'est rien, correspond à une expression dont on peut comprendre une attitude valorisée par le groupe, étant un certain détachement et une certaine acceptation des événements favorables ou défavorables. Donc là, sur cette image-là, ça représente les 4 visions du prince Siddhartha. Quand il sort de son palais, il découvre la vieillesse, la maladie, la mort, et puis un religieux. Découvrant le religieux, il décide de quitter sa vie royale. Représenté en fait sur cette seconde image. La maîtrise de soi, le calme et la patience sont des attitudes valorisées. La notion de face coïncide avec le statut prestigieux accordé par la communauté villageoise aux bons et aux novices. Paradoxalement, c'est au moment où il a été le plus dénué physiquement que l'individu reçoit la plus grande considération de tous. Il existe aussi l'idée de sauvegarde de la face dans la maîtrise de ses émotions. L'individu cherche à maîtriser ses émotions en ne montrant que rarement des signes de colère, d'agitation ou d'énervement considérés par la société comme un manque d'harmonie en soi ou de bien-être. On peut faire encore un lien avec ce que je disais tout à l'heure à propos de l'acquisition d'une connexion avec soi-même. Le monastère enseigne aux enfants du village la maîtrise des émotions et le contrôle de son esprit, notamment à l'aide des contrats institutionnels. Les contrats institutionnels sont les règles du monastère, implicites ou explicites, et didactiques, les contrats didactiques instaurés. Donc sur ce schéma, je vais vous montrer que la transmission des enseignements moraux ou des valeurs s'organiserait selon un cycle intégrant 3 composantes étant le monastère, la famille et l'enfant. Le monastère transmet des valeurs à la famille éduque l'enfant à l'aide de ces valeurs, puis l'enfant continue ensuite d'apprendre ces valeurs et ses modes de comportement au sein même du monastère. Alors, là, regardons ces 2 photogrammes qui sont issus de films enregistrés au collège de Ban Namken et au monastère de Doideng. Les 2 cas montrent des situations didactiques différentes et un processus de socialisation différent entre l'école et le monastère. Je ne vais pas faire l'analyse complète, mais il est intéressant d'observer que, contrairement à la classe de collège, les novices apprennent ensemble, presque au corps à corps. On le perçoit également lors du rite d'ordination de son apprentissage. Donc, au moment de leur vie commune au monastère, les novices acquièrent une certaine masculinité axée sur la modération et le contrôle de soi. Les futurs hommes du village apprennent des valeurs telles que le partage et l'entraide. C'est au sein de ce groupe que les membres grandissent en partageant les mêmes valeurs et les mêmes épreuves. Lorsque les garçons de cette même génération quitteront le froc, ils continueront à vivre ensemble les moments importants de la vie collective du village et à se retrouver dans des activités et des cérémonies religieuses dont ils partagent la même signification. Par exemple, lors d'une cérémonie importante comme celle du Bud Pravet, les hommes de Ban Wahid partagent les activités ensemble et se distancent très nettement des femmes. Ainsi, ils vivront ensemble pendant 3 jours dans le monastère. Ils dormiront, réciteront, mangeront, frapperont le tambour ou feront acte d'offrande ensemble lors de l'aumône. Seuls les hommes ayant été ordonnés ont appris à jouer du tambour et des cymbales d'une manière adéquate
comme je vous l'ai montré sur cette photo. À l'occasion de cette cérémonie, ils reproduisent des gestes et les techniques qui ne les ont jamais quittés. Le Bun Pravet de Banwahid rassemble de nombreux villageois chaque année, venant notamment faire acte d'offrande aux moines et aux novices. L'aumône a lieu dans la cour du monastère. La répartition des places dans l'espace montre une nouvelle fois une séparation entre les genres. On pourrait aller plus loin et montrer à l'aide de l'analyse proxémique toujours que les catégories d'âge sont également respectées selon les positions dans cet espace. Donc ici au premier plan on peut voir une rangée d'hommes et puis au second plan une rangée de femmes. Bon, en conclusion, j'ai observé que les jeunes garçons de village suivent un parcours de formation différent de leurs aînés, alors que ces derniers restaient dans le monastère de leur village avant de se marier et de reprendre une activité agricole. On s'aperçoit à présent que de nombreux jeunes novices de village suivent ce parcours suivant. Donc, dans un premier temps, ils sont candidats à l'ordination, puis une fois ordonnés, ils restent novices dans le monastère du village durant à peu près une année. Pour les plus chanceux, ils arrivent à trouver un monastère urbain, comme Lantraban ou Vienkan, qui accepte de les accueillir pour étudier dans des écoles de pagode, des écoles officielles, qu'on appelle Ongian Prasong. Puis par la suite, lorsqu'ils ont fini leur cursus secondaire, ils peuvent étudier dans une école privée ou bien dans une université au Laos ou à l'étranger. Donc il serait intéressant d'analyser plus précisément la formation de ces novices au sein des diverses institutions qu'ils fréquentent, telles que les écoles publiques ou les écoles de pagode. Chaque novice espère intégrer une école de pagode où l'on y enseigne les mêmes matières qu'à l'école publique, en plus des matières religieuses telles que le pali, le code disciplinaire et le tramlao. Ils espèrent poursuivre des études allant au-delà du niveau d'études permis par le monastère et l'école du village. Le réseau d'études et le parcours social ne sont pas complètement ignorés par les jeunes novices ordonnés récemment. Ils semblent connaître quelques rouages, quelques aspects de ce réseau de monastères avant même d'y entrer. Ils ont écouté notamment les témoignages des aînés ayant déjà fait le parcours. Donc en suivant le parcours de vie de quelques jeunes novices ou moines, on pourrait alors étudier les formations successives et comprendre quel genre d'individus ils deviennent et comment ils s'intègrent et agissent au sein de la société choisie. On peut ainsi se poser différentes questions. Quelle profession choisissent-ils? Reviennent-ils vivre et travailler dans leur village? Et restent-ils vivre en milieu urbain, au Laos, en Thaïlande ou à l'étranger, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas comment ça se passe après. Vous avez des questions? Monsieur Finot, c'est un orientaliste qui était membre de l'école française du Prémoyen, qui était spécialisé en archéologie aussi, sur les textes bouddhiques, un chercheur du début du XXe, épigraphiste. Christine. Il a travaillé essentiellement sur le Cambodge ancien, mais donc avec le Laos aussi, sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est en fait. Et le monsieur Georges Condé-Minas. Oui, il a fait ses premières études ethnographiques au Vietnam, chez les Mongols, et au plateau du Vietnam. Puis ensuite, il a séjourné au Laos quelques années, je crois, et puis il a étudié, lui, le bouddhisme là-haut, dans la plaine de Vientiane. Voilà, ça c'est un travail que je trouve assez important, avec celui de Marcel Zago. Donc il a habité ici très longtemps. Georges Condé-Minas. Oui, il connaissait très très bien le Laos. C'est un grand ethnologue. Vous l'avez connu? Je l'ai connu un petit peu, oui, ici. Il habitait où là-haut? Oh, il a habité essentiellement Vientiane, mais bon.
Oui, parce que lui, Il est décédé. il a Il a essentiellement terminé enquêté. sa vie en France. Ouais, J'ai de vie. publié son livre, La Légende de Médien. Je voulais juste savoir les différences. Donc, tout ce que vous avez expliqué là, c'était vraiment taillé ou il y a des similarités avec les Lao en partie là ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr, il y a des similarités avec le bouddhisme là-haut. Mais il y a dans la première partie que j'ai présentée beaucoup de choses que ne font plus les Lao justement. Comme par exemple le séjour en tant que cranium, qui est candidat à l'ordination, et qui aurait certainement existé chez les Lao. Là maintenant on procède à des ordinations un petit peu à la va-vite, mais ça va aussi avec la modernisation de la société Lao. Enfin, du moins les sens urbains. Là, les jeunes, avant de devenir novices, hein, ils se sont habillés en siddhartha, c'est ça qu'on pense? Oui, c'est. Ça j'avais jamais vu. Ouais. C'est ailleurs, je pense que oui, c'est en référence au prince Siddhartha. Mais j'ai jamais vu ça dans d'autres régions, je ne sais pas si ça existe ailleurs. Ça existe en Birmanie. Bah, en Birmanie, je l'ai vu. Oui, en Birmanie. Ouais. Alors là, oui, à Nancy, on peut le voir. À Bornéo, on le voit aussi. À Nambak, non. À Nambak, l'élu de Nambak copie de plus en plus on peut dire ça comme ça, le bouddhisme des Lao. Ils apprennent encore l'écriture trace, qui vraiment va les différencier du bouddhisme. Et après, on peut aussi voir le cortège des Théo à cheval aussi. Ils font ça sur le dos. J'ai une question sur là, vous nous avez présenté la formation des novices et des jeunes. Et on aperçoit un certain nombre de vieux moines, vieux bonzes, Oui, des vénérables, je ne sais pas si on les appelle c'est comme ça aussi. on peut les appeler comme ça, oui. Est-ce que, une fois qu'ils ont terminé cette formation, est-ce que pour devenir vénérable, pour devenir responsable d'une pagode, est-ce qu'il y a une formation spéciale? Est-ce qu'on peut parler d'université bouddhiste où ces personnes appelées à diriger une pagode devraient passer un certain temps et apprendre des choses en plus? Oui, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de curriculum formel. Là, c'est selon l'expérience des novices, puis le temps qu'ils passent sous leur orange. À Nansing, on peut voir des novices expérimentés être chefs de monastère, entre guillemets, enfin responsables de monastère du moins. Non, le problème, en fait, dans ces monastères-là, c'est le manque de bons. Donc, on va faire de plus en plus appel à des novices expérimentés, des grands novices, donc, qui sont sur le point d'être ordonnés bons. Les vieux moines sont difficiles à trouver maintenant chez les talus. Généralement, les talus quittent le franc vers l'âge de 22, 23 ans, au moins avant 25 ans, pour reprendre une activité, travailler et puis se marier. Mais il n'y a pas vraiment de formation. Enfin, ceci dit, la formation se fait sur plusieurs années, depuis qu'ils ont pris le froc jusqu'à normalement l'âge de 20 ans, et puis un peu après. Là, c'est ceux qui sont capables de lire le tract, qui connaissent l'ensemble des textes, qui peuvent ensuite diriger le monastère. C'est la connaissance des procédures rituelles qui est aussi importante. Après, les grands novices sont épaulés aussi par les officiants de culte comme les Tianbat, qui sont des anciens moines, qui sont quelque part responsables aussi du monastère, de son bon fonctionnement. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et chez Taïlu, est-ce qu'il y a des femmes, des bonzesses? Des nonnes, non. Des nonnes? C'est rare. Non, pas du tout. Non, c'est Il n'y en rare. a pas. Un peu plus dans les monastères de forêt, on en retrouve davantage. Donc,
puisque les nonnes vont vraiment se centrer sur la méditation. Donc on va plus les retrouver dans le monastère de Forêt. Pour revenir à la question de monsieur, il y a des grades chez les moines. Oui, il y a des grades, oui. Parce que j'ai déjà vu dans les temples un chef de temple qui était assez jeune et des adeptes qui étaient prévus, qui étaient beaucoup plus âgés. Oui. Bon, de manière implicite, de toute façon, c'est Et le qui moine. étaient très respectés aussi. Oui, oui, donc chez les Thaïlus, il y a plusieurs grades. Il y a le moine, on va dire Tramada, on appelle tout. En Thaïlus, on dit tout. C'est un moine normal, un moine qui a été ordonné il y a peu de temps. Après, normalement, plusieurs années, en 10 ans, il passe à un autre grade. On appelle ça des cérémonies de promotion, ondoiement. Il y a 4 grades chez les Thaïlus. Donc, le grade le plus élevé, le moine va porter le titre de Kuba. Kuba en Laos, ça veut dire, en fait, c'est le titre que porte le moine normal. Chez les Thaïlus, le titre de Kuba, au contraire, c'est le titre du moine qui a le plus d'expérience, mais aussi le plus de notoriété parmi les villageois. Le titre de Kuba, chez les villes du Sityonpana ou de Nansing ou de Birmanie, s'acquiert au bout, après souvent 20 ans d'expérience. Depuis l'ordination en tant que novice jusqu'à celle de moine, il y a bien 20 ans, 25 ans. Et qui prend l'initiative d'ouvrir un nouveau temple? Alors, quand il y a un nouveau village qui se construit, les villageois, ce sont les villageois qui décident de construire une nouveau temple. Il n'y a pas de village finalement, en fait, village bouddhiste sans temple. Il n'y a pas de village Lao ni Thaï bouddhisé sans temple. Le monastère, c'est en quelque sorte l'identité, le centre de la communauté villageoise, le symbole identitaire. Mais il y a des villages avec 2 ou 3 temples. Oui, alors c'est des grands villages souvent. Il y a plusieurs quartiers. Même des petits. Ouais. Ah oui. Nansing, c'est un chef-lieu, c'est une ville qui comporte plusieurs quartiers, ce qui était enfin avant des anciens villages. Donc quand ça a été rassemblé, c'est pour ça qu'on peut voir plusieurs temples. Voilà. Oui, je rebondis un peu sur la question de la féminité, sans être féministe, mais l'apprentissage du crâne pour les jeunes filles, elle ne se fait que jusqu'à ce qu'elles soient l'opéant. Pour les jeunes garçons, oui. Non, justement, l'apprentissage Du crâne. les femmes ne peuvent pas être lettrées. Bah, Ou elles pour le le sont trame, quand non. elles sont, Le trame est appris exclusivement par les garçons, puisqu'il n'y a que les garçons qui peuvent être ordonnés en tant que novices ou moines dans un monastère. Les femmes, jusqu'à ce qu'elles aient été scolarisées, n'étaient pas lettrées finalement. D'accord. Et les nonnes que vous disiez avoir vues n'ont pas accès à la récitation ou à la lecture du crâne. La récitation, elles peuvent les connaître, elles peuvent les apprendre, mais la lecture du trame, non. Actuellement, l'enseignement à la pagode se fait en parallèle de l'école publique. Oui. C'est-à-dire qu'un jeune va pendant une période à la pagode et le reste du temps il va à l'école publique. Et vice-versa, on voit aussi les jeunes moines qui vont à l'école publique. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou bien on est vraiment dans la période de transition où avant tout le monde allait à la pagode et peu à l'école publique, alors que maintenant tout le monde va à l'école publique et finalement peu passe par la pagode. Oui. Moi, pour le moment, je pense que c'est quelque chose qui dure parce que le monastère permet en fait de faire des études à Bakou, on va dire ça comme ça. C'est aussi pour les
parents, c'est important que le novice, l'enfant, fréquente aussi bien le monastère que l'école publique. Oui, à mon avis, ça va durer. Parce que en fait, les novices entrant au monastère du village cherchent à intégrer des écoles de pagode en centre urbain pour pouvoir obtenir un diplôme équivalent à tout élève du public. Donc ils partagent leur temps entre école publique et monastère. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui peuvent faire toute leur scolarité à la pagode